Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va voir les études analytiques. Et cette présentation fait partie de l'élément constitutif du module numéro 6, notions de base en épidémiologie. Et à la fin de cette présentation, vous devrez être capable de définir les études analytiques, identifier les objectifs d'une étude analytique, présenter les indications de l'enquête analytique, appréhender les principaux types d'études analytiques, définir les indicateurs épidémiologiques selon le type de l'étude, et enfin comprendre l'importance des études analytiques dans le contexte plus large de la recherche médicale. En fait, les études analytiques ou étiologiques visent à explorer les relations causales entre une exposition, c'est-à-dire un facteur de risque, un comportement, et un événement de santé, maladie ou décès. Contrairement aux études descriptives, donc elles cherchent à expliquer pourquoi et comment une maladie ou une condition se développe. Donc elles reposent sur une comparaison entre des groupes exposés et non exposés à un facteur de risque et entre des cas individus malades et des témoins individus sains. Donc les objectifs des études analytiques sont, initialement, c'est d'identifier les causes ou les facteurs de risque des maladies, afin d'évaluer si une exposition est associée à une augmentation ou à une diminution du risque d'un événement de santé, par exemple, étudier le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. Le deuxième objectif, c'est de quantifier l'association entre l'exposition et la maladie. C'est le fait de mesurer la force et la direction de la relation à l'aide des indicateurs comme le risque relatif, l'odds ratio et le taux de risque. Notre troisième objectif, c'est d'évaluer les effets protecteurs de certaines interventions. Donc, pour cela, il faut vérifier si un traitement ou une mesure préventive réduit l'incidence d'une maladie. Et donc, par exemple, étudier l'effet de la vaccination contre la grippe sur la réduction des cas graves. Le quatrième objectif des études analytiques, c'est d'éclairer la prise de décision en santé publique par le fait de fournir une base scientifique pour élaborer des politiques et des programmes de prévention et de recommandations cliniques. Donc, par exemple, démontrer l'impact des mesures anti-pollution sur la diminution des maladies respiratoires. L'objectif suivant est de générer des hypothèses pour les recherches expérimentales. Donc, les études analytiques peuvent suggérer des mécanismes ou des cibles pour des essais cliniques ou des interventions. Donc, comme nous avons déjà vu dans la vidéocapsule des typologies des études épidémiologiques, les études analytiques ou étiologiques font partie des études observationnelles. Et on a essentiellement deux types d'études analytiques. Ce sont les études de cohorte exposées et non exposées et les études de cas témoins. En fait, pourquoi les études analytiques sont réalisées? C'est afin de recherche étiologique. Donc, elles mesurent le degré d'une association, un facteur de risque et un problème de santé. Et là, on réalise une comparaison entre deux groupes, soit exposés, non exposés, soit malades, non malades. Et par conséquent, on a deux types d'études. Donc, comme vous savez, le schéma des études observationnelles, on a des études descriptives qui sont des études transversales et les études analytiques qui sont les études de cohorte, qui sont des études prospectives et les études de cas témoins qui sont des études rétrospectives. Donc, on va commencer par les études cohorte, exposées et non exposées. Et les objectifs essentiels des études cohorte, c'est de vérifier l'hypothèse d'une relation entre exposition et problème de santé. On a deux groupes définis selon un facteur étudié, un groupe exposé au facteur et un groupe non exposé. Et on va mesurer et comparer l'incidence d'une maladie dans les deux groupes pendant une période de suivi afin d'estimer le risque relatif. Donc,
au début de l'étude, on a 2 groupes exposés, non exposés, et à la fin de l'étude, on a 4 groupes. Donc, on va réaliser une étude longitudinale prospective. On a 4 groupes, un groupe de malades exposés, un groupe de non-malades exposés, et un groupe de malades non exposés, un groupe de non-malades exposés. Et à partir de ces groupes-là, on va ressortir le tableau de contingence. C'est un tableau à double entrée, malade, non malade, et exposé, non exposé. Et quels sont les indicateurs qu'on peut ressortir de ce tableau? Donc, il y a vraiment plusieurs indicateurs épidémiologiques, à savoir l'incidence de la maladie, le risque relatif, le risque attribuable à la maladie et au facteur de risque et la fraction d'étiologique du risque. Pour le calcul de l'incidence de la maladie chez les exposés, comment? Donc, voilà, donc on va utiliser notre tableau. Donc, c'est l'incidence, c'est les patients, les malades exposés sur le total des exposés. Pour les non exposés, c'est les malades non exposés sur le total des non exposés. Pour le risque relatif, c'est l'incidence des exposés sur l'incidence des non exposés. Et donc, c'est A sur A plus B sur C plus D. Pour le risque attribuable, c'est l'incidence des exposés moins l'incidence des non exposés. Et du coup, c'est A sur A plus B moins C sur C plus D. Le quatrième indicateur épidémiologique, c'est la fraction étiologique du risque chez les exposés. C'est en fait le risque relatif moins 1 sur le risque relatif. Et là, on va ressortir le risque relatif. Si le risque relatif est inférieur à 1, c'est que le facteur est protecteur. S'il est supérieur à 1, c'est un facteur de risque. S'il est égal à 1 et ce qu'il n'y a pas de risque, et bien sûr, ce risque relatif doit être toujours présenté avec un intervalle de confiance, c'est la signification, avec un risque d'erreur de 0,05. Donc l'intervalle de confiance, c'est 95%. Pour le risque attribuable, ça constitue la partie du risque qui peut être reliée exclusivement aux facteurs étudiés et pas aux autres. Donc, c'est l'incidence des exposés moins l'incidence des non exposés. Pour la fraction étiologique du risque chez les exposés, ça représente la proportion des cas chez les exposés que serait évité si l'exposition était supprimée. Donc, c'est le risque relatif moins 1 sur le risque relatif. Par exemple, si le risque relatif vaut 5, la fraction étiologique vaut 5 moins 1 sur 5 est égal à 0,8. Donc, c'est-à-dire 80% des cas survenus chez les exposés pouvaient être attribués à l'exposition du facteur de risque et auraient donc pu être évités. Donc, les avantages de ces études de cohorte, c'est qu'elles mesurent l'incidence, elles sont adaptées aux expositions rares et elles concernent la relation exposition-maladie. Mais ce sont des études généralement coûteuses. Il y a un biais de déperdu de vue parce que c'est une étude prospective, elle est longitudinale dans le temps, avec une longue période d'exposition et ça pourrait poser des problèmes éthiques. Donc, les études de cohorte sont des études prospectives. Donc, au début de l'étude, on a des patients qui sont des groupes qui sont exposés et des groupes qui ne sont pas exposés. Et on va voir au cours de l'étude l'évolution de ces patients-là et de ces personnes-là. Est-ce qu'ils sont devenus malades ou non? Donc, il y a vraiment une exception des cohortes qui sont des cohortes rétrospectives. C'est le cas, par exemple, des toxi-infections alimentaires et que l'étude c'est due à une toxi-infection alimentaire collective et donc l'apparition de moins de cas similaires d'un symptôme
en général gastro-intestinale, et on peut rapporter là cette pathologie ou cette gastro-entérite, cette symptomatologie, à une cause alimentaire. Et donc, là, on va réaliser l'étude de façon rétrospective. On va voir, c'est vrai que les patients sont tous exposés, et l'étude va voir s'il y a les personnes qui ont eu l'intoxication. Donc, c'est une étude rétrospective, mais le recueil des données, c'est de façon prospective. Donc, c'est un cas vraiment exceptionnel d'études de cohorte rétrospective. C'est les cohortes historiques. Et j'insiste qu'elles ne sont pas des études prospectives. Le deuxième type d'études analytiques, ce sont les études cas témoins. Elle répond à la question: l'exposition est-elle plus fréquente chez les malades? Donc, on va sélectionner des sujets indépendamment de l'exposition et on va comparer les sujets porteurs d'une maladie, que sont les cas, des sujets non porteurs de la maladie, que sont les témoins. Et on va voir de façon rétrospective aux antécédents de ces personnes-là, est-ce qu'ils étaient exposés ou non exposés. Donc, au début de l'étude, on a des cas malades et des témoins non malades, et on va étudier les antécédents, l'exposition. Est-ce que ces cas-là étaient exposés ou non, et ces témoins-là étaient exposés ou non aux facteurs de risque, afin de ressortir des conclusions. Donc, ça mesure l'association de facteurs de risque et la survenue de maladies, mais par le fait de chercher dans le passé des cas et des témoins une exposition. Donc, ce sont des études rétrospectives, pas d'études cas témoins prospectives. Donc, on réalise ces études cas témoins pour les maladies rares, pour la recherche des plusieurs facteurs de risque. Si vraiment l'intervalle exposition et maladie est large, donc c'est facilement très difficile de réaliser des études prospectives, et parfois ça sert comme une première étape avant de réaliser l'étude prospective qui est plus longue et coûteuse. Donc, comme pour les études cohortes, on a le tableau de contingence qui va ressortir les indicateurs épidémiologiques. Donc, pour les proportions d'exposition, c'est chez les cas, chez les témoins, et l'exposition relative. Donc, et la proportion des cas exposés, c'est A sur A plus C. Les proportions des non exposés, c'est C sur A plus C. La proportion des témoins exposés, c'est B sur B plus D. Et la proportion des témoins non exposés, c'est D sur B plus D. Les codes d'exposition, on va aller voir chez les cas, c'est la proportion des cas exposés sur la proportion des cas non exposés, c'est-à-dire A sur C. Le code d'exposition chez les témoins, c'est la proportion des cas exposés sur la proportion des cas non exposés, c'est B sur D. Et on va ressortir là l'odds ratio. En fait, l'odds ratio, c'est le code d'exposition chez les cas sur le code d'exposition chez les témoins. C'est A sur C sur B sur D, c'est-à-dire AD sur BC. Donc, l'odds ratio, il est défini par le nombre, c'est combien de fois est multiplié le risque d'avoir une maladie étudiée chez les exposés et les non exposés. Donc, c'est la même interprétation pratiquement du risque relatif pour les études prospectives, mais pas de risque relatif pour les études rétrospectives, c'est-à-dire les études cas témoins. Donc, les avantages de ces cas-là, de cette étude-là, cas témoins, c'est le coût faible, ils sont faciles, rapides, adaptés pour la recherche de plusieurs facteurs de risque. Pour les maladies rares, on peut la réaliser sur un échantillon de taille modérée, mais vraiment, il n'y a pas de calcul de l'incidence. Il y a vraiment un biais de sélection des mémorisations et ça étudie une seule maladie.
Donc, pour finir, les études étiologiques ou analytiques jouent un rôle fondamental en épidémiologie pour comprendre les relations causales et guider les actions en santé publique. Elles permettent d'identifier et de quantifier les déterminants de la santé pour mieux prévenir et gérer les maladies. C'est une étape clé pour comprendre les relations causales. Donc, ça permet au-delà des observations descriptives, d'explorer et d'établir des liens entre une exposition et un événement de santé. Et donc, elles sont essentielles pour identifier les déterminants des maladies et les facteurs modifiables. Donc, comme on a vu, il y a vraiment deux principaux types. Les études cohortes, c'est le fait de suivre des groupes exposés et non exposés sur une période donnée pour mesurer l'incidence des maladies. Et les études 4 et mois, c'est comparer les antécédents d'exposition entre des individus malades, les cas, et des individus sains, les témoins. Les outils pour quantifier les associations sont essentiellement le risque relatif et l'odds ratio. Et on utilise ces études-là pour guider la prévention, pour orienter les interventions et soutenir les politiques et les recommandations basées sur les preuves. Donc, les forces de ces études, c'est que c'est une approche scientifique rigoureuse, possibilité de contrôler les biais et les facteurs de confusion, mais elles sont parfois complexes, un peu coûteuses, parfois difficiles à réaliser et à prouver vraiment la causalité. Ainsi, ces études épidémiologiques analytiques sont des outils puissants pour comprendre les mécanismes des maladies et améliorer la santé des populations. Et une bonne maîtrise de leur méthodologie et leur application est essentielle pour tout professionnel de santé engagé dans la recherche de la santé publique. Et merci pour votre attention.